l'actualité automobile. Faites le plein. Un parcours bien contrôlé. C'est le Guide de l'auto. La référence depuis 1967. Le Guide de l'auto. Bonjour tout le monde, bienvenue au Guide de l'auto en compagnie de Louis-Philippe Dubé, Hugues Gonneau. Messieurs, bonjour. Bonjour. Salut Antoine. Bon, on va parler en fin d'émission de deux gros véhicules énergivores qu'on a pu conduire, toi et moi, dans les dernières semaines. Oui. Un à essence, un électrique, donc deux segments complètement différents. Tu vas nous parler d'une des premières voitures à roues motrices avant de l'histoire automobile des États-Unis. Absolument. C'est pas la première, mais en tout cas, non. On se souvient d'un modèle qui a été assez mythique dans les années 60 et ça, c'en est un. Mais tout d'abord, Louis-Philippe, on va parler d'un site web qui est revampé pour le Guide de l'auto. Oui, un petit remodelage là, du site Internet du Guide de l'auto. On avait eu des commentaires à propos de la navigation, de nos galeries de photos, etc. Le site avait besoin d'être un petit peu amélioré, donc on a procédé à ces améliorations-là. Puis aussi pour la version mobile, parce qu'il y a beaucoup, en fait, la majorité de nos lecteurs nous viennent des appareils mobiles. Donc là, maintenant, on a un site beaucoup mieux adapté pour vos appareils. Alors, on se gâte avec ça pour cette année. Donc voilà. Bon, évidemment, on va avoir, comme à peu près à toutes les émissions, un segment Stellantis aujourd'hui. Stellantis. Cela étant dit, on va commencer à parler de Ford, parce que Ford, c'est le constructeur qui a fait les manchettes cette semaine avec plusieurs nouvelles qui changent non seulement la perception du constructeur, mais aussi qui change la direction qu'on va prendre en matière de vente automobile dans les prochaines années, particulièrement sur le marché américain, on va se le dire. Alors, la première nouvelle, ça a été évidemment l'abandon de ce Ford F-150 Lightning qui a été adulé au cours des dernières années ici, qui a été adopté par plusieurs Québécois. Première camionnette pleine grandeur, 100% électrique du marché. Pas la première camionnette 100% électrique du marché parce que le Rivian R1T était arrivé un peu avant. Pas besoin de vous dire que production de masse, là, on se permettre de dire de masse. On nous avait dit à la première année qu'on allait en fabriquer 40 000 unités et qu'on allait atteindre un plateau de 120 000 unités dès l'année suivante. Évidemment, il faut comprendre un truc, c'est que chez nous, au Québec, on en voit partout. C'est un véhicule super populaire. On a réussi à convaincre plusieurs entrepreneurs québécois que ça valait la peine d'aller vers un camion comme celui-là. Je pense que la raison pour laquelle aussi, c'est que c'était le véhicule, la camionnette électrique la plus camionnette. C'est elle qui partait d'un véhicule à essence, d'une camionnette à essence, puis qui devenait électrique. Quand on regarde, par exemple, du côté de chez GM, des véhicules beaucoup plus lourds, peut-être moins adaptés, du côté de chez Tesla, moins adapté, on peut le dire. Là, c'est pas tout adapté pour les corps de métier. Tandis que le F-150, il passait un peu sous le radar, était électrique, puis ça allait intéresser beaucoup de pas juste des gens qui ont une camionnette pleine grandeur et qui s'en servent pas, mais des corps de métier aussi. Ben là, j'ai envie de te dire, arrête de parler au passé, parce qu'aux dernières nouvelles, il en reste en stock chez les concessionnaires. Il en manque pas. Je l'ai déjà enterré avec la pierre tombale dessus, là, mais il y en a encore. On vous fait encore en acheter. On salue Jacques Duval et son cimetière de l'auto. Mais non, le Lightning, bon, évidemment, il va en rester dans les cours pendant encore une demi-année, certainement. Puis on va probablement maximiser la vente de ces modèles-là chez nous au Québec, sachant que c'est un marché où on l'a adopté en très grand nombre. Parce que le problème est là. C'est que si nous, les Québécois, l'avons adopté, on peut pas dire que ce soit le cas dans le reste de l'Amérique du Nord. Et ça explique pourquoi, il y a plusieurs mois, on a cessé sa fabrication en nous disant que on avait assez de stock et qu'on relancerait la production dans les prochaines semaines, prochains mois, ce qui, là, on le sait, n'arrivera jamais. Donc, le F-150 Lightning, c'est terminé. Et les nouvelles ne s'arrêtent pas là pour Ford parce que lorsqu'on a annoncé le retrait de la gamme du F-150 Lightning pour l'année modèle 2026, on a aussi annoncé qu'on cessait tout le travail qu'on effectuait en ce moment pour la prochaine génération du Lightning. Donc, il n'y en aura pas. On a annoncé qu'on arriverait éventuellement avec une camionnette hybride rechargeable. Et ça me fait bien rire. Parce que
non, je ne veux pas aller dans le segment Stellantis tout de suite, mais... Ça serait un F-150 Thunder mais c'est Ram qui a annoncé en premier changer d'avis. Essentiellement en disant... avec la rêve. On n'aura pas de camionnette 100% électrique. On va plutôt proposer un modèle REV avec prolongateur de... essentiellement, un hybride rechargeable, mais avec une grosse batterie de 92 kWh. Et un V6 Pentastar. Et un V6 Pentastar. C'est ça. Mais cela étant dit, est-ce que Ford ne serait pas en train de donner raison à Stellantis? Parce que c'est un peu la stratégie qu'on va adopter à retardement. Bon, on peut pas dire qu'on n'a pas essayé chez Ford, là, mais on est dans la colonne des pertes. On a perdu des milliards de dollars avec le Lightning et avec le Mach-E aussi. Là. D'ailleurs, on peut peut-être parler du Mach-E 2 minutes pour mentionner que ce véhicule-là, lui aussi, vit sur du temps emprunté, même si on ne l'a pas officiellement annoncé. Puis c'est sûr que c'est un véhicule qui est dans la colonne des pertes depuis le tout début. Écoute, on a développé ce véhicule-là, on l'a lancé en 2020. On a eu tous les problèmes du monde au cours des premières années avec le produit. Ça a été cauchemardesque. Le chauffage dans la cabine, la batterie, etc. Tout a passé. Regarde, et là, on est en 2025, au tournant de 2026. On réussit à atteindre une fiabilité qui a bien du bon sens. On arrive avec des prix qui sont plus compétitifs. Le produit n'a pas vieilli sur le plan esthétique ni sur le plan technologique, si tu veux mon avis. Alors, ça me rappelle un peu la Pontiac Fiero. Parce que quand on a lancé la Fiero, fin 83, cette voiture-là est arrivée comme une super bonne idée, mal exécutée. On a eu un paquet de problèmes avec ça. Et ça a pris essentiellement le temps de sa carrière avant qu'on arrive finalement avec un modèle qui avait bien de l'allure en 88, mais les jeux étaient faits. Et c'est la raison pour laquelle Pontiac a tiré la plug sur la Fiero après 88. C'était pas en raison de la qualité du produit à l'année où on l'a cessé de la fabriquer. C'est vraiment... finalement devenu un véhicule... C'est la réputation. C'est la réputation du modèle, les coûts de garantie, les problèmes. Et en fait, il y avait une deuxième génération qui avait été développée et qui était fabuleuse sur le papier. Mais GM avait tellement de problèmes à régler à ce moment-là que de toute façon, ils ne pouvaient pas continuer à investir sur un tel véhicule, dont le nom était grillé. J'ai l'impression que c'est un peu ce qui arrive avec le Mach-E, c'est-à-dire que les jeux sont faits, la réputation du véhicule n'est pas si bonne que ça. Et là, on est en mode liquidation, on est en mode, OK, il faut essayer de sauver les meubles, mais on sait que c'est trop peu, trop tard. Et ce que Ford confirme, c'est qu'on ne travaille plus sur du développement de nouveaux véhicules électriques, ce qui veut dire qu'on n'a pas de plan de relance pour le Ford Mustang Mach-E. Mustang Mach-E qui utilise une plateforme qui n'a pas été utilisée ailleurs. Ça se peut pas dans l'industrie aujourd'hui. Tu regardes Hyundai, c'est une plateforme GMP qu'on utilise chez Kia, chez Genesis. General Motors, la plateforme Ultium qu'on a renommée, là, mais bon, qui a été lancée à la base sur plusieurs véhicules, là, on l'a multiplié. Tous les Cadillacs reposent sur la même plateforme. J'ai l'impression qu'aussi, il y a quelques mois de ça, Jim Farley sortait dans les médias et disait « Je conduis une Xiaomi, un véhicule chinois depuis quelques mois. Et c'est ça à coche, là, comme on peut se permettre de dire en québécois. Et c'est extraordinaire. Il faut avoir ça comme but, etc. Peut-être qu'on a comme un peu abdiqué aussi, puis on s'est dit... Comment tu dis ça, c'est ça à coche en anglais? It's on the check. It's on the coach. It's on the coach. It's on the coach, OK. Je me demandais. Exactement. Donc, tu sais, puis on l'avait vu aussi sortir avec une nouvelle plateforme qui allait redéfinir les véhicules électriques chez Ford. Et là, dans les derniers mois, il y a des relâchements au niveau de la réglementation aux États-Unis, etc. Puis des gros relâchements. Donc, il y a quelque chose qui se passe, puis qu'on a complètement changé de direction, puis on voit peut-être une opportunité pour augmenter notre rentabilité en prenant cet espace-là qu'on nous donne au niveau de l'administration américaine pour être un petit peu plus polluant, mais plus payant. En fait, on revient aux sources chez Ford. Et c'est ça qui me fait un peu rire, c'est que là, on prend une direction où on a le goût d'aller. On ne prend pas la direction qu'on nous impose, on prend la direction en laquelle on croit. Et la fenêtre n'est pas très grande. Parce qu'on s'entend qu'à la fin du mandat du gouvernement Trump, si ce sont les démocrates qui reviennent,
tout va changer. Si les républicains restent, ça pourrait même changer aussi, tout dépendant de qui est en poste. Alors, c'est sûr que la fenêtre n'est pas très grande et on en profite au maximum en ce moment. Bon, là, il y a un truc quand même qui m'agace un peu, ou en fait, qui m'amène à me poser une grosse question. On a appris cette semaine qu'on cessait la production du Ford Escape à l'usine de Louisville, au Kentucky. Si vous n'êtes jamais allé à Louisville, au Kentucky, il vous faut aller visiter le musée du Baseball Slugger. J'ai visité l'usine de Louisville Slugger. Ouais, ça, c'est fantastique. Et aller manger le sandwich au beurre de peanut, banane et cornichon, qui était le sandwich préféré de Elvis Presley, qui est né dans cette ville à Louisville, au Kentucky. J'ai pris quelques bouchées, c'est quelque chose. Depuis ce jour, j'ai un abonnement au Pepto-Bismol, mais ça, c'est une autre histoire. Un amalgame de saveurs assez spécial. Ouais, alors, on revient sur le Ford Escape parce que on cesse sa production cette semaine, essentiellement. Et l'Escape, là, pour Ford, on l'oublie, mais c'est un véhicule super important. Oui. Il aura duré un quart de siècle. On l'a lancé au tournant des années 2000. Ça a été le premier VUS compact d'une marque américaine en réplique au succès des nouveaux arrivants qui étaient le CR-V, le RAV4 et, souvenez-vous à l'époque, le Suzuki Sidekick qui est devenu le Vitara, le grand Vitara. Oui, alors, c'est ça qu'il y avait sur le marché en 99-2000. Et là, Ford arrivait avec un Escape angulaire, beau look, choix de moteur 4 ou 6 cylindres, un véhicule qui était vraiment révolutionnaire pour le constructeur. Développé au Japon en collaboration avec Mazda. Ben oui, exactement. Mazda qui lançait le Tribute aussi. Ouais. Alors, tu sais, c'est un véhicule qui a connu beaucoup de succès. Et rapidement, on s'est hissé au premier rang des ventes en Amérique du Nord dans un segment qui allait se développer à vitesse grand V. On a été aussi le premier constructeur en 2005 à arriver avec une technologie hybride dans un VUS compact. Tout à fait. On en a vendu des tonnes de copies. Je me souviens... Ça allait bien, ce petit véhicule. Ça allait bien. Ça allait vachement bien. Et je me souviens d'avoir assisté au lancement de ce produit-là qui se déroulait du côté d'Ottawa, où le principe de rouler dans un petit camion en tout électrique pour de courtes distances, nous, là, c'était wow. C'était comme flotté. Alors, souviens-toi, les taxis new-yorkais avaient adopté ce produit-là en grand nombre. Ils en ont vendu énormément. Puis à partir de fin 2012, début 2013, on est arrivé avec un Escape qui avait des visées internationales. Alors là, l'Escape n'était plus un produit nord-américain, mais un produit mondial. On le vendait partout en Europe sous le nom de Ford Kuga. Absolument. C'est encore le cas, d'ailleurs. C'est encore le cas. Et ce produit-là a continué de bien se vendre. Et quand on a redessiné le modèle pour l'année 2020, si ma mémoire est bonne, 2019 ou 2020, ben là, on est arrivé avec un design beaucoup plus contemporain, mais avec beaucoup de nouvelles technologies. On ramenait d'abord la technologie hybride, qui est une excellente technologie hybride. Tu sais, Ford est maître dans l'art de faire des rappels. Là. D'ailleurs, on va vous parler d'un rappel dans quelques instants. Mais parmi les produits de qualité qu'on a lancés ces dernières années, ben, tout ce qui repose sur cette plateforme-là, c'est-à-dire Bronco Sport, Maverick, Escape, avec technologie hybride, ça fait un travail exceptionnel. Bon, le Bronco Sport n'a pas de technologie hybride. Pas encore. Mais non, puis semble-t-il que pour une question technique, on ne peut pas l'adapter. C'est pas vrai? Ah oui? On ne peut pas. Wow. Il y a un paquet de contraintes avec le Bronco Sport qui fait... En abandonnant l'Escape, en plus, on n'est pas capable d'adapter une technologie hybride dans le Bronco Sport. Et on n'est pas capable non plus de faire en sorte qu'on ait une capacité de remorquage logique sur ce genre de véhicule-là. Parce qu'un Escape, ça peut remorquer jusqu'à 3500 livres. Avec le Bronco Sport, on est limité à 2200. Et pourtant, s'il y en a un que tu veux faire remorquer plus que l'autre, c'est bien le Bronco. C'est quand même cohérent. Enfin. Et même avec le Maverick, là, tu peux avoir l'ensemble 4K avec la motorisation hybride. Tu peux remorquer 4000 livres avec un Maverick, mais 2000... C'est peut-être 2400 maintenant. Je me souviens pas. Là. Mais oui. Enfin, alors, l'Escape, c'est ça. On laisse tomber ce produit-là.
Et c'est un des véhicules encore très populaire dans son segment, même s'il est âgé aujourd'hui, là, parce que ça fait 6 ans qu'il est sur le marché. Pour vous donner une idée, là, à l'échelle canadienne, on est au 5e rang des ventes dans le segment qui compte une quinzaine de modèles. Celui qui est dans la cave, c'est évidemment le Jeep Compass. Vous n'en serez pas surpris. Mais au premier rang, RAV4. Deuxième rang, CR-V. Troisième rang, le Tucson. Année à date, là, je vous parle des 11 premiers mois de 2025. Hyundai a quand même vendu presque 39 000 Tucson sur le marché canadien, 51 000 CR-V, 71 000 RAV4 jusqu'à maintenant. Le Nissan Rogue est à 33 000 et des poussières au niveau du nombre d'unités vendues. Et on est à 31 800 avec l'Escape. Et en deçà de tout ça, ben là, vous allez avoir évidemment les Tiguan, les CX-5, une panoplie de modèles en combinant le Equinox et le GMC Terrain, qui est un nouveau produit qui vient d'arriver sur le marché. On est à 26 000 unités. Alors, c'est vous dire à quel point que l'Escape a encore la cote. Ouais. Et le Bronco Sport, lui, on n'est même pas à 20 000 copies. Alors, on garde le Bronco Sport qui se vend 35 % moins que l'Escape et on abandonne l'Escape. Alors, c'est un peu curieux comme décision, d'autant que ça veut dire qu'on abandonne la technologie hybride qui arrive massivement partout chez toute la compétition. Jeep va arriver avec un Cherokee hybride cette année. Là. Mais on a l'impression que Ford abandonne beaucoup de choses. Ils ont abandonné les voitures il y a quelques années. Ouais. Et c'est un vrai problème en Europe. Maintenant, on commence à se poser des questions sur la pertinence de Ford en Europe. Ils ont abandonné beaucoup de segments, beaucoup de véhicules. Ils ont abandonné les berlines aussi. Ouais. Ils ont maintenant pratiquement que des utilitaires. Les véhicules électriques qu'ils ont, c'est des plateformes Volkswagen. Ils abandonnent, ils abandonnent, et ils réduisent leurs opportunités à un moment où tu as besoin de redévelopper ta gamme, parce que tu l'as dit, là, ils coupent des investissements sur certains développements, etc. Dans des marchés qui sont tellement importants. Ça commence à ressembler à du Stellantis, où on coupe, on coupe, puis 10 ans plus tard, il n'y a plus rien à vendre. Ouais, mais là, on est vraiment... Moi, en fait, l'impression que ça me donne, c'est que Ford veut plus que jamais devenir une entreprise de camions. On est un peu arrogant. On est au premier rang des ventes sur le marché canadien, aussi aux États-Unis. On se défend extrêmement bien avec une gamme de véhicules de plus en plus rétrécie. Est-ce qu'on va finalement arriver à un point où tout ce qu'on va vendre, ce sont des F-150, des Navigator, des Expéditions, des Bronco, des Ranger, juste des camions? Ce genre de stratégie-là, à long terme, c'est extrêmement dangereux. On le voit avec Stellantis qui a essayé ça, ça n'a pas marché. Et d'ailleurs, la notion de rentabilité qui était poussée par l'ancien président de Stellantis, c'était, voilà, aux 3 mois, c'était rentabilité à 2 chiffres. Et Filosa est arrivé et a dit, on va arrêter là maintenant, on va repartir, on va faire relancer les usines, on va faire du volume et on va trouver de la rentabilité là-dedans. Parce que de toute façon, à un moment, quand tes marchés, et les marchés bougent et peuvent connaître des crises économiques, ça arrive tout le temps, il y a des récessions, c'est mécanique. Ouais. Et quand ton principal marché est en récession, c'est là où tu es extrêmement vulnérable. C'est une vision locale pour les Coréens et même les Chinois développent des plateformes mondiales qui peuvent vendre sur toutes sortes de marchés. Et là, tu vends du gros camion nord-américain. Tu es en train de laisser partir l'Europe, tu es en train de laisser partir d'autres marchés. Mais le jour où l'Amérique du Nord est en crise, et ça va arriver, c'est mécanique, ça n'a rien de politique. Ouais. Le jour où l'Amérique du Nord est en crise, qu'est-ce que tu deviens ? T'es mort. Je te rejoins, mais en même temps, il y a une nuance dans ce que je veux apporter parce que tu me parles de l'effet Stellantis. C'est un peu différent dans la mesure où les décideurs de Stellantis, ce ne sont pas des Américains. Ce sont des Italiens. Oui, mais tu as l'impression que la les logique Italiens... comptable est la même. C'est-à-dire que c'est rentabilité à 2 chiffres aux 3 mois. Et en fait... Il y a eu beaucoup de décisions qui ont été prises à court terme et je pense que se recentrer sur les gros camions et seulement les gros camions, c'est pas fait. Mais ce que tu dis n'est pas idiot du tout, vraiment pas. Ouais. Et si c'est une décision qu'ils prennent, parce que justement en disant on coupe telle plateforme parce que c'est plus assez payant, on coupe ici, on coupe là, et à un moment ça va se faire comme presque naturellement, dire voilà, on fait plus que ça maintenant. Mais le jour où tu fais ça, en disant oui, de toute façon la rentabilité aux 3 mois, puis aux 6 mois, puis pour l'année, l'argent il est là. Mais le jour où il y a le moindre glitch dans la matrice,
C'est une stratégie à court terme. Très court terme. Et c'est la stratégie. Ça a été la stratégie Stellantis depuis 3-4 ans. Et on a vu où ils en sont aujourd'hui. Oui, mais c'est en même temps un peu comme ça que les gouvernements dictent les façons de faire. Ce sont des gouvernements qui ont des mandats avec des périodes très courtes. Et donc, les constructeurs automobiles, dans le contexte d'aujourd'hui, s'ajustent à ces période-là au niveau de leur stratégie. Tu sais, c'est le moment ou jamais pour les constructeurs américains de faire un pas de recul puis de garrocher tous les V8 qu'ils peuvent dans l'univers, dans la mesure où on sait très bien qu'à partir de la fin du mandat de Trump, tout ça, ça se pourra probablement plus. Alors, tu sais, on a une chance de prendre une bouffée d'air. C'est pas une bouffée d'air frais. C'est une mauvaise image. Là. Ouais, c'est ça. D'air sale. C'est sale. mais non, c'est ça. Tu sais, j'ai hâte de voir comment Ford va réagir à tout ça à moyen long terme. Mais justement, c'est ça. Le cœur de l'entreprise est à Détroit. Il faut qu'ils aient une vision à long terme. Ça, c'est extrêmement important. Oui, parce que là, tu as l'impression qu'on met plus d'énergie sur l'Explorer, on met plus d'énergie sur Lincoln, on met, tu sais, et comme je te dis, c'est pas fait, je pense que. Mais on est frustré, par exemple. Ford est une compagnie qui est quand même en bonne santé par rapport à Stellantis. Ah oui. Mais il faut absolument pas qu'ils fassent les mêmes erreurs. Mais ils sont frustrés parce que ils ont pris la balle au bon. En fait, ils ont été les premiers parmi les Américains à lancer un vrai véhicule électrique. Ils ont mis des énergies dans ce produit-là. Énormément. Ils ont mal géré la stratégie financière de ce produit-là. Ça, c'est clair, parce que c'est pas normal que ça ait coûté aussi cher en recherche et développement. Tu regardes les Coréens aujourd'hui, ils ont une vingtaine de véhicules électriques vendus sur nos marchés avec toute la même plateforme, puis ils sont rentables. Puis ça n'a pas pris, tu sais, alors que le Mackie, ben, regarde, ça ne pourra jamais être rentable. Il y a aussi le court terme. Dans le court terme, les décideurs de ces entreprises-là ont accepté le fait qu'il va y avoir des tarifs, on ne s'en sortira pas. Et puis avec les usines au Mexique faisant des plus petits véhicules, et pour Ford, là, par exemple, les usines aux États-Unis faisant des gros véhicules, il y a une logique comptable là-dedans aussi. Oui, absolument. Ça, c'est vrai. Ouais. Fait que, on va voir ce qui va se passer, mais moi, l'interrogation que j'ai par rapport à l'abandon de l'Escape, c'est que la raison qu'on nous a donnée pour son abandon, c'est parce qu'on a besoin de l'usine de Louisville au Kentucky pour fabriquer de futurs véhicules électriques plus compacts qui seront destinés à notre marché et à des marchés internationaux. Or... Ça, c'était hier, là, ça. Oui. Or, la semaine dernière, on nous disait, avec l'abandon du Lightning, qu'on cessait toute activité de recherche et développement sur les véhicules électriques. Il y a comme un gros point d'interrogation là, qui vient avec tout ce qui se passe en ce moment. Alors, on aura probablement des réponses dans les prochaines semaines, les prochains mois. Mais en attendant, bien évidemment, on ne sait pas trop. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il va encore rester des Escapes dans les cours pour pratiquement 1 an, parce qu'on a produit le véhicule à plein régime. Il n'y a pas d'année modèle 2027, mais il y a des années modèle 2026 de l'Escape, alors que ce n'est pas le cas pour le Lightning. Rapidement, on reste chez Ford. Rappel massif pour 270 000 véhicules électriques et hybrides. Oui, c'est un rappel qui implique les F-150 Lightning, Mustang Mach-E et Maverick. C'est simplement... c'est un rappel qui est quand même assez important à faire, là. Quand on met le véhicule en parc, il peut peut-être continuer à avancer. C'est pas la première fois qu'on voit ça chez d'autres constructeurs aussi. Malheureusement. Donc, c'est un rappel qui va se faire par mise à jour, selon le constructeur, mise à jour en direct, là, over the air. Mais c'est beaucoup de véhicules, 270 000 véhicules, et un rappel de sécurité là, quand même important. Qui pourrait impliquer d'autres véhicules, donc on veut le faire le plus rapidement. Mais le rappel, je veux juste préciser, par exemple, on ne l'a pas encore sur le site de Transport Canada, c'est aux États-Unis pour l'instant, là, ça vient de sortir. J'imagine que Transport Canada va le sortir bientôt. Oh oui. En attendant, si vous avez un Ford ici au Canada qui n'a pas de rappel le concernant, mettez votre frein à main, des fois. Voilà. Bronco. On va parler du Bronco aussi rapidement parce que les ventes de Bronco ont dépassé pour la première fois en 25 les ventes de Wrangler aux États-Unis. C'est quand même significatif. Ouais, c'est quelque chose, là. Tu sais, Bronco, Ford est arrivé en 2020 avec ce produit-là en réplique directe au succès du Wrangler. Et là, évidemment, on profite de la dégringolade de Stellantis pour en arriver là, mais on a mis les énergies nécessaires pour que ce produit-là connaisse du succès. 2 portes, 4 portes, 3 choix de moteur, version Raptor, nomme-les Everglades. On va tout sortir. Payant. Châssis du Ranger.
Puis évidemment, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une multiplication d'offres de ce véhicule-là, une belle évolution au cours des prochaines années. Et ça m'amène à me demander pourquoi il y a certains constructeurs qui dorment encore au gaz, c'est-à-dire qui ne lancent pas de véhicules concurrents à un Bronco, à un Wrangler, à un 4Runner. Parce que le 4Runner, c'est un autre camion sur châssis à échelle de ce même segment qui n'est pas décapotable. Bon, il n'y a pas de version 2 portes, mais... Je pense qu'il y avait une espèce d'aura autour du Wrangler qui disait, de toute façon, il n'y en a qu'un, et puis ceux qui se sont essayés avant... Ben là, c'est plus ça. Ben voilà, c'est exactement ça. C'est plus ça. Et Ford a dit, la marde, on y va pareil, et puis, waouh, ça a marché. Ça a fonctionné. Là, évidemment, on en a parlé maintes et maintes fois ici à l'émission. Il est où le GMC Jimmy sur châssis de GMC Canyon? On l'attend toujours. Non, on aime beaucoup mieux des lyriques, des célestiques, des vistiques et des optiques. Ça, c'est des choix judicieux. Mais cela étant dit, les rumeurs veulent que Nissan puisse peut-être arriver. Bon, on sait qu'on s'en vient avec un Xterra qui va utiliser un châssis autonome, assurément. Mais ça pourrait être la même chose pour le futur Pathfinder. Oui, c'est un exécutif qui n'a pas confirmé la nouvelle, là, mais qui a dit que ça serait logique d'avoir ce véhicule-là pour pouvoir profiter de l'engouement pour des véhicules tels les véhicules qu'on a nommés, par exemple le 4Runner, le Bronco, etc. Et puis, c'est une chose intelligente pour Nissan à faire parce que, justement, c'est des véhicules payeurs, renflouer les coffres et avec les... Nissan est capable d'assembler des véhicules aux États-Unis. Il y a de l'espace pour le faire. Alors, si ces véhicules-là sont assemblés aux États-Unis, et je le répète, sont vendus aux États-Unis, ils sont exempts de toutes sortes de tarifs. Moi, j'ai une idée. Tu prends le QX60 chez Infiniti, tu arraches la grille en chrome, tu mets une grille Nissan, tu appelles ça un Pathfinder. OK? Oui. Avec le moteur VC, là, puis... Ou tu l'appelles Nissan quelque chose et tu crées un nouveau Pathfinder sur châssis à échelle pour aller rivaliser avec le 4Runner. Puis ceux qui veulent avoir un Nissan plus traditionnel, il y aura toujours le Murano qui est là. Mais ça permettrait une bonne affaire. Planification de produits, Antoine. N'est-ce pas? Là, on est rendu au segment Stellantis de l'émission. Stellantis. J'aime ça, la petite toux à la fin. Oh, il est délectable. Tim Kuniskis nous a confirmé cette semaine que la future camionnette intermédiaire de Ram s'appellerait la Dakota. Quelle surprise. Quelle surprise. Bon, évidemment, Dakota, c'est un nom... je ne veux pas dire mythique, mais ça a été un nom très important. Avec une grosse reconnaissance. Tu sais, on est arrivé en 87 avec une camionnette. À l'époque, ça n'existait pas une camionnette intermédiaire. C'était soit compact ou pleine grandeur. Alors, Dodge, devrais-je dire, avait lancé ce segment-là et les constructeurs se sont rapidement adaptés à ça. Mais on a vendu des Dakota en Amérique du Nord en quantité industrielle et c'est au moment de renouveler le modèle en 2005 où là, les ventes ont commencé à fléchir parce que le véhicule avait encore des V8 super gloutons. À une période où le prix de l'essence grimpait en flèche, à une période où le Tacoma, le Frontier, s'était notamment mis au niveau du Dakota en termes de format. Et puis, c'était pas des très, très, très belles années chez Dodge, il faut le dire. Les finitions intérieures, le design. C'était pas le seul échec non plus. Rappelle-toi de la Caliber. Oui, c'était du Nitro. Ah, ça, là. Ça, là, le Nitro, là. C'était ni trop beau, ni trop bon. Ils l'ont enlevé ni trop tôt, ni trop tard. C'est ça. Et même le Durango, à cette époque-là, c'était de la cochonnerie. C'était pas terrible. Donc, tu sais, la seule que je garde dans mon cœur, c'est la Magnum. Ça, je l'aime encore. Mais cela étant dit, c'était pas des années reluisantes pour le Dakota, si bien qu'on l'a abandonné en 2011. Et c'est à ce moment-là qu'on a vu plusieurs camionnettes compactes intermédiaires disparaître du marché. Aux États-Unis, le Mitsubishi Raider est disparu. La série B de Mazda, le Ford Ranger est disparu. GM, dès l'année suivante, Colorado Canyon, c'était parti. Et c'est à la relance de ces modèles-là en 2015 que là, le segment a repris de la vigueur. Et depuis ce jour, on se demande bien
pourquoi il n'y a pas eu de Ram Dakota de retour sur le marché? Ça fait 10 ans. Parce qu'il y a eu des plans qui ont été changés, puis qui ont été renouvelés, puis qui ont été refaits, puis qui ont été renouvelés, puis changés, puis machin, puis nanana. Il y a 2 ans, ils nous annonçaient un compact Rampage basé sur un véhicule produit, alors on n'était pas sûr, mais basé sur un véhicule éventuellement produit en Amérique du Sud, parce qu'il existe un paquet de petits pick-up à travers le monde dans la galaxie Stellantis. On devait avoir ça il y a 2 ans, on attend encore. Ça change tout le temps et voilà. Et 10 ans plus tard, on attend encore. Puis là, ça n'arrivera pas probablement avant 2027. Bon, là, il y a des rumeurs à l'effet qu'au 1er janvier, Ram va dévoiler un nouveau produit fort attendu. Alors, les paris sont lancés. Quelle sera cette nouveauté? Est-ce que ça sera le Ram Dakota qu'on attend? Okay. Est-ce que ce sera ce retour du Ram TRX qu'on a annoncé il y a quelques semaines et qu'on pourrait finalement dévoiler là? Est-ce que ce sera le gros VUS pleine grandeur basé sur le camion Ram 1500 qu'on nous promet aussi? Comment ça va s'appeler ce camion-là? On a-tu un nom? On a-tu une idée d'un nom? Il y avait le Ram Charger, il y avait le... Moi, je dirais Saratoga. Oh boy! Non, mais on pèle des vieux noms du passé. Windsor. Omni. Ouais. Pour un gros camion, Windsor. Omni. On met des noms sur notre... Le Hornet est rendu un VUS. Oui, non, tout se peut, là. Mais bref, il y aura... Vous avez bien relancé l'Aspen en 2007. l'Aspen. Alors que la première Aspen de 76, c'était une vidange. Et c'était une voiture qui avait connu des tas de problèmes. C'était une Dodge Aspen qui est devenue une Chrysler. Aspen, on est passé d'une voiture à un VUS. Fait que, regarde, les noms, ça veut plus rien dire. Amusons-nous. C'est ça. Peut-être que ça pourrait même s'appeler Town & Country. Ah bah tiens. Tu sais, on ne sait pas. Enfin bref, on verra, mais le 1er janvier, il y aura un dévoilement du côté de chez Ram. Rapidement, recul de l'Union européenne sur les normes 2035. Ouais. Oui, Mike, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Oui, non, les normes européennes. Les gars, alors, non, mais regarde, on a l'Europe ici. C'est un recul qui est plus de principe parce qu'ils disent encore, il faut qu'il y ait des équivalents, mais en gros, ils ont ouvert une porte. 2035, c'était 0 émission. Maintenant, on va tolérer des émissions. C'est 90% des émissions comparativement à 2021. Et ça va prendre de favoriser les carburants synthétiques, écologiques, machin, nanana. En fait, c'est un vrai rétro. De toute façon, sur le principe, c'est un rétropédalage qui est quand même très intéressant parce que là, l'industrie automobile européenne est dans une sacrée panade. L'Allemagne en tête a poussé très très fort pour qu'il y ait des ajustements parce que de toute façon, tout le monde voyait bien que les objectifs de 2035 en termes de part de marché, etc., ne seraient pas tenus et que oui, et l'industrie européenne at large commençait à souffrir énormément, d'autant que les ventes d'électriques sont quand même beaucoup faites par des véhicules chinois qui montent en puissance très 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 fort là-bas. Ouais. Donc tout le monde commençait à se dire que là, ils fonçaient dans le mur. Et faire bouger l'Union européenne, c'est quelque chose d'assez spectaculaire. C'est long, c'est rigide. Et puis le fait qu'ils aient quand même fait un certain rétropédalage, je pense que c'est très très important et que ça va quand même ouvrir éventuellement des portes peut-être pour nous, où il y a des assouplissements qui vont se faire. En tout cas, ça va avoir aussi un impact sur les modèles proposés, parce que ça va aussi forcément avoir un impact pour nous aussi en termes de technologie. Est-ce qu'on peut appeler ça une bonne nouvelle? Je pense que oui, parce que c'était trop rigide, trop dur. C'est ça que ça veut dire. C'est une porte qui est ouverte. De toute façon, on s'en va vers de moins en moins d'émissions. Ça, c'est le but. Mais au lieu de taper et de dire, voilà, c'est 2035 et puis débrouillez-vous, maintenant, on aménage, on réévalue en fonction de ce qui se passe, de la réalité, parce que il faut maintenir des emplois aussi. Tu sais, c'est bien beau d'avoir de l'air pur, puis je suis tout à fait pour ça, mais il faut aussi pouvoir manger et vivre et avoir un travail. Et tous les véhicules ne peuvent pas venir de la Chine non plus avec l'électrique. Il faut que les industries là-bas continuent à avoir une offre. Là. Ça, c'est quand même... c'est plutôt une bonne nouvelle et que l'Europe rétropédale, ça, c'est très rare. Donc, c'était à dire. Au retour, on parle de l'Oldsmobile Toronado 1966. Le guide de l'auto. Tu sais où j'ai vu pour la première fois, Hugues, la voiture dont tu vas nous parler aujourd'hui? C'était à Sannerre.
Jacques Guertin, qui est feu propriétaire de ce circuit-là, possédait une Oldsmobile Toronado 1967 qui était rangée dans un hangar. Un petit peu modifié, si je me souviens bien. Un petit peu modifié, un petit peu abîmé, peinte en noir. Je l'avais observé très longtemps. Je trouve encore que les lignes de cette voiture-là étaient fantastiques et c'était une auto ô combien révolutionnaire pour l'époque. La traction avant, c'était ça le concept. Ouais. La traction avant offre de nombreux avantages en matière de stabilité et de motricité. Mais pour GM, le développement de sa première auto à roue avant motrice était d'abord et avant tout une ruse commerciale. Et c'est ironiquement le succès d'une voiture à moteur arrière qui aura donné lieu à la commercialisation, au développement d'une voiture à traction. Eh bien oui, la Volkswagen Beetle, tout simplement. Okay. À partir de 1957, la corporation prépare un trio de compacts pour 1961 qui seront les Pontiac Tempest, Oldsmobile F85 et Buick Special. Chez Oldsmobile, les ingénieurs Andrew K. Watt et John Belts pensent que la traction avant serait idéale pour ce projet puisqu'elle libère plus d'espace pour les passagers. Dès 1958, ils évaluent différentes solutions et début 1960, un prototype roulant est testé. Mais GM décide de rester sur une architecture propulsion pour ses compacts pour des raisons de coût. Belts va alors essayer une autre approche à partir de 1962. À ce moment, Oldsmobile est vue comme la division la plus innovante de GM, mais elle n'a rien pour faire face à la Ford Thunderbird et à la future Buick Riviera qui doit être lancée pour le millésime 63. Ed Cole, vice-président responsable des autos et camions, est intéressé par l'idée d'une Oldsmobile et d'une Cadillac dans ce segment, car cela permettrait de partager les coûts de développement et d'outillage sur 3 divisions. Il voit alors la traction avant d'un bon œil, du fait qu'une étude a montré que les acheteurs de véhicules de luxe sont à la recherche d'éléments qui leur permettent de se démarquer. Personne ne fait des tractions avant, c'est parfait. Le projet de la plateforme E est approuvé, mais au final, Buick décidera de rester à la propulsion et la Riviera ne passera à la traction avant qu'en 1979. En parallèle, le studio de design d'Oldsmobile a commencé à réaliser des dessins prospectifs en prévision d'un futur véhicule traction avant. Début 62, alors que les designers venaient de finir les modèles 64, la direction du studio lance un concours interne pour stimuler leur créativité. Un coupé au long capot, à l'arrière plongeant et avec de larges passages de roues développés par David North, fait une forte impression. Lorsque le projet de plateforme E est avalisé, Bill Mitchell, vice-président responsable du design de GM, y pense immédiatement. Le concept final est validé en février 63 et il est resté étonnamment proche du premier croquis. Bon, évidemment, reste ensuite à mettre un moteur à 8 cylindres qui est jumelé à des roues motrices avant. Et ce n'est pas une mince affaire. Toutes les tractions avant européennes alors en vente ont des petits moteurs en comparaison. Ouais. Le V8 de 425 pouces lube, 7 litres, est installé longitudinalement dans le châssis. La boîte automatique, baptisée TH425, utilise essentiellement les composants internes de la TH400, mais par rapport à une boîte automatique classique, elle est séparée en 2 morceaux pour pouvoir faire rentrer l'ensemble motopropulseur sous le capot. Le convertisseur de couple est placé en sortie de Villebrequin. La puissance est alors transmise au reste de la boîte, rapport de vitesse et différentiel, logé sous le banc de cylindre gauche du moteur par une chaîne de 2 pouces de large. Le développement de cette chaîne a été particulièrement complexe pour atteindre les objectifs de fiabilité et de silence de fonctionnement. L'ensemble moteur-transmission est appelé UPP pour Unitized Power Package. Afin de passer sous le capot, le carburateur et le collecteur d'admission du 425 pouces cubes, présentés en 65, sont redessinés, alors que les collecteurs d'échappement sont revus pour laisser de la place aux suspensions. Et justement, les suspensions offrent des solutions peu courantes. Barre de torsion longitudinale avec barre anti-roulis renforcée à l'avant et essieu arrière rigide mais supporté par 4 amortisseurs. Les freins sont un tambour aux 4 roues, la direction est assistée d'origine, la répartition du poids est relativement équilibrée avec 54% sur l'avant et 46% sur l'arrière. Quand même, okay. Le projet XP 784 avance bien et il reste à le valider. Un prototype est présenté à la direction de GM sur la piste d'essai de Mesa, en Arizona, en février 64. Il s'agit d'une carrosserie de Starfire avec un sous-bassement traction avant. Les tests se passent très bien et le modèle est approuvé pour le millésime 66. Oldsmobile manquait de capacité de production dans son usine de Lansing, dans le Michigan. Il fut donc décidé de fabriquer les carrosseries à l'usine Fisher de Cleveland, dans l'Ohio, et de les expédier par camion à Lansing, à 375 km de là, pour l'assemblage final. La construction semi-monocoque facilitant
un peu cet arrangement. Fin 64, les essais routiers vont bon train, mais l'auto n'a toujours pas de nom. Sont suggérés Cyrus, Sirocco et Magnum, qui seront respectivement plus tard utilisés par Chrysler, Volkswagen et Dodge. Finalement, ce sera Toronado, d'après un nom déposé par Chevrolet en 1963 pour un véhicule concept montré à l'exposition universelle de New York en 1964. Et quand est-ce qu'est annoncé officiellement la Toronado pour le public? C'est au mois de juillet 65 et la commercialisation commence le 14 octobre 1965. Deux modèles sont disponibles, le standard, V8 de 385 chevaux, boîte automatique, frein assisté, horloge électrique, banquette avant, essuie-glace de vitesse, et la Deluxe, avec les sièges baquets Strato et accoudoir central. Ils sont vendus respectivement 6 542 et 6 777 $ canadiens. La presse apprécie la stabilité et la motricité de l'auto, le plancher avant plat, signe d'espace, et trouve que le sous-virage est tout à fait maîtrisé, mais elle est par contre unanime sur la faiblesse des freins à tambour. La Toronado reçoit le titre de voiture de l'année 1966 du magazine Motor Trend qui déclare l'auto remarquable et hautement perfectionnée. Plus étonnant, elle finira 3e au classement de la voiture européenne de l'année. La clientèle réagit positivement et 40 963 Toronado sont fabriqués, mais c'est en deçà des projections d'Oldsmobile qui étaient de 50 000 exemplaires par an. Cela ne suffit pas à inquiéter la Thunderbird, qui est pourtant dans la dernière année de sa 4e génération, ni même la Riviera, renouvelée pour 1966. Bon, la Toronado va évoluer au fil des années, bien évidemment. Et oui, donc le millésime 67 voit l'ajout en option des freins à disque à l'avant et des pneus radio. Les phares sont maintenant affleurants et la calandre avant est en forme de grillage. La suspension est revue pour plus de confort. Et parmi les nouvelles options, on retrouve la radio avec lecteur 8 pistes, les ceintures de sécurité 3 points et des sièges baquets avec console centrale, ce qui va un petit peu à l'encontre de l'idée de départ. Les ventes baissent de presque 47% à 21 790 exemplaires, alors que la Riviera se maintient et que la Thunderbird renouvelée se porte comme un charme. Peut-être est-ce dû à l'apparition de la nouvelle Cadillac Eldorado, traction avant elle aussi, mais vendue sensiblement plus cher et tout de même écoulée à 17 930 exemplaires. La Toronado subit un restylage significatif pour 1968. Les phares passent derrière des grilles escamotables au dessin de nid d'abeille et les clignotants s'étendent jusque dans les côtés. Le moteur monte à 455 pouces cubes de cylindrée, 7,5 litres, et développe 375 chevaux, 400 avec le nouvel ensemble optionnel W34. La finition custom remplace la Deluxe et un toit en vinyle est ajouté en option. Les ventes remontent un petit peu à 26 454 exemplaires, mais la Riviera et la Thunderbird restent toujours confortablement devant et même l'Eldorado se vend presque aussi bien à 24 528 exemplaires. Pour le millésime 69, c'est l'arrière qui est profondément revu. La forme des ailes est rehaussée pour atténuer l'effet fastback et le coffre est allongé de presque 9 cm pour offrir plus d'espace. Les ingénieurs recalibrent les supports moteurs, les amortisseurs et ressorts et ajoutent des matériaux insonorisants pour plus de raffinement. Les ventes progressent encore à 28 494 exemplaires, mais cela ne suffit pas face à des Buick Riviera et Cadillac Eldorado en pleine forme, ni même à une Thunderbird en perte de vitesse. Même si 1970 est le dernier millésime de cette génération de Toronado, les changements ne manquent pas. Nouvelle calandre avec phare apparent, passage de roues moins arrondi, frein à disque de série, planche de bord revue et nouvel ensemble GT. La production s'établira à 25 433 exemplaires contre 37 366 Riviera, 23 842 Eldorado et 50 364 T-Bird. Reste à parler des Toronado qui sont un petit peu plus exclusives. Alors là, ces Toronado, elles sont rares et exclusives, effectivement. Elles ont été construites pour célébrer les 100 ans du Canada. Nous sommes en 1967 et l'Expo universelle de Montréal attire des Canadiens de tous les coins du pays, souvent par la route. La compagnie Esso organise alors un concours avec des prix instantanés à gagner, ainsi que 4 autos en tirage au sort. Ce sont des Oldsmobile Toronado customisés spécialement par George Barris, surtout connu pour la Batmobile, et appelé 67X. Il a allongé l'empattement de 38 cm et porté la longueur hors tout à 6,12 m. La carrosserie exclusive est réalisée en fibre de verre. À l'intérieur, on retrouve un siège conducteur rotatif, 2 radios FM, un réfrigérateur, une banquette spéciale, une tablette pour jouer, des éclairages uniques et toutes sortes d'autres bébelles. Après 4 tirages au sort, les autos partiront pour Edmonton en Alberta, Okanagan Landing en Colombie-Britannique, Québec et Thunder Bay en Ontario. Chaque voiture venait avec l'essence et l'huile gratuite, l'entretien et l'assurance pour 1 an.
aujourd'hui, seule la 67X gagnée à Québec a disparu des radars. Les 3 autres autos existent. Celle de Colombie-Britannique est pleinement opérationnelle et a été exposée au Royal British Columbia Museum à Victoria en 2017 pour les 150 ans du Canada. Wow! Merci beaucoup, Hugues. Plaisir. Le guide de l'auto. Parcours l'actualité automobile sans dérapage ni accrochage. Louis-Philippe, tu nous parles cette semaine... Ah non, tu nous parles pas cette semaine du Pathfinder. Pourquoi? Parce qu'il y a un embargo sur le Pathfinder 2026, un véhicule que j'ai essayé la semaine prochaine. J'ai essayé la semaine dernière. Mais tu l'as aussi essayé il y a 4 ans, puis il était pareil. Pourquoi il y a un embargo sur un véhicule qui n'a pas changé? C'est des questions qu'on se pose tout le temps. On va essayer de régler un cas ici. Les gens n'ont pas idée, mais les constructeurs automobiles nous imposent des embargos. Parce que des fois, les décisions sont un peu difficiles à comprendre. Et ça, c'en est une belle. Là, un embargo de publication sur un Nissan Pathfinder sur lequel on a changé la couleur de la grille, puis c'est à peu près ça. Il faut dire qu'un embargo, c'est une interdiction de parler de nos impressions de conduite jusqu'à une certaine date, à une certaine heure. Okay? Donc, c'est sûr qu'il y a des avantages pour le constructeur de faire ça parce que, justement... les essais vont tous sortir en même temps de tous les médias. On peut tout monitorer. Puis bon. Exactement. Bon, est-ce que c'est on a déjà eu cet argument-là. Ce n'est pas un contrôle du message, mais c'est un contrôle du timing du message. Donc, c'est ça, un embargo. Sauf que quand Honda, par exemple, nous dit qu'il y a un embargo de publication sur la Prélude à partir du 26 janvier, que la voiture est chez le concessionnaire depuis la semaine passée et que j'ai même un ami qui a pris livraison de la sienne pas plus tard qu'hier, ben, je me dis que l'embargo qu'on nous impose pour faire plaisir à un stratège de relations publiques américain parce qu'ils font un programme aux États-Unis dont on n'en a rien à foutre, ben là, à un moment donné, il faudrait juste être logique. La voiture est en vente chez le concessionnaire. On peut-tu publier quand on veut, s'il vous plaît? C'est un peu quand il y a des dévoilements, par exemple, très importants, et puis il y a un embargo. On assiste à l'événement, par exemple, nous deux, qui se déroule aux États-Unis, et puis il y a une fuite tout à coup à un média qui avait le matériel média depuis un bout de temps. Cette fuite-là, et nous, on est, par exemple, à l'événement en tant que tel, et on doit respecter l'embargo parce qu'on a signé les papiers pour cet embargo. Ouais. Ce n'est pas tous les constructeurs qui font ça. Il y a des constructeurs qui vont dire, OK, bon, l'information, elle a fuité, donc allez-y. Ça, c'est arrivé aussi souvent. Mais ça arrive aussi dans l'autre sens qu'on est tenu de respecter les embargos parce qu'on a signé. C'est une affaire corporative. Mais de contourner la règle en pouvant essayer un véhicule comme bon nous semble, quand bon nous semble, en ne suivant pas nécessairement les règles parce qu'on est allé à un programme XY, ben ça, des fois, c'est un peu satisfaisant. Alors, pour votre gouverne, si demain matin, j'allais chez un concessionnaire Honda emprunter une Prélude et que je la conduisais et que je partageais mes informations, ce que j'ai fait, d'ailleurs, il y a 2 mois avec une Prélude, ben, Honda ne serait pas tenu de me taper les doigts parce que... Ils ne t'ont pas tapé sur les doigts non plus. À un moment donné, il faut juste être logique. Bon. On va parler du Ram qui revient avec un MI et avec son fameux Symbol of Protest qu'on a mis sur les ailes avant. La tête du Ram avec un gros V8 qui sort de là pour te montrer qu'on a du muscle, de la puissance. Et pour ajouter à l'histoire... Bon, grosso modo, on a juste ramené le moteur MI qu'on avait avant et on l'a planté sous le capot du Ram. Là, donc, c'est pas une nouveauté en tant que telle. La nouveauté, par contre, se situe dans le fait que tu peux avoir le MI dans une très, très large gamme de modèles et ça vient de série avec l'échappement sport. Ouais. Ce qui te donne une petite sonorité plus agréable. Un autre petit va te faire foutre à l'environnement. Mais après le gros doigt, le petit doigt. Après le gros doigt, le petit doigt, c'est ça. En fait, Antoine, le Ram 1500 avait été modifié dans sa plateforme quand on a intégré le moteur Hurricane avec la nouvelle architecture électrique pour les mises à jour over the air et tout ça. Et là, on a adapté... Ram a l'air de dire que ça a été très difficile de rétro-adapter le MI. Oui, on a dû travailler très, très fort. On a adapté le MI à cette nouvelle architecture électrique-là.
mais c'est exactement le même moteur et probablement exactement la même consommation et exactement le même bruit. J'en confirme parce que j'ai fait plus de 800 km au volant de ce Ram pas plus tard que cette semaine. Un Ram Big Horn, évidemment, cabine crew avec moteur V8 5.7 litres, 4 roues motrices sur pneus d'été parce qu'il était plaqué du Michigan. C'est un peu drôle. Et j'ai fini mon trajet à 15,7 litres au 100 alors qu'on annonce une moyenne de consommation combinée à 12,1. Évidemment que le temps froid fait en sorte que j'ai consommé un peu plus, mais je suis obligé de t'admettre un truc. Qu'est-ce que ça va bien comme camion. Et puis, il faut dire que tu as fait des burns à chaque feu rouge aussi. Non, j'ai pas fait des burns à chaque feu rouge, mais des fois, c'est vrai que tu as le goût d'entendre la mécanique. C'est plus inspirant comme moteur, tu sais, parce que c'est un moteur optionnel. En fait, ironiquement, c'est moins puissant et c'est moins fort en couple que le 6-cylindre Hurricane. Dans les deux versions, là. Les deux versions de Hurricane le 6-cylindre Hurricane régulier va faire 420 chevaux et 469 livres-pieds de couple. Ici, tu as 395 chevaux puis 410 livres-pieds de couple. Mais c'est pas livré de la même façon. Puis je suis obligé de te dire ceci. Malgré toute la technologie qu'on a mis dans le moteur Hurricane, on ne parvient pas à aller chercher une consommation inférieure à celle-là. C'est ça qui est drôle. La cote de consommation moyenne annoncée par Ram est de 12,1 litres au 100 pour le V8 MI avec 4 roues motrices et de 12,1 litres au 100 pour le moteur Hurricane. Elle est à 15,6 avec le moteur Hurricane au rendement. Donc, le Hurricane, c'est plus de technologie, plus de gadgets, des turbos, tout ce que tu voudras, pour aucune amélioration de consommation. Et attention, ça doit être encore pire en remorquage. C'est certain. Alors, There's no replacement for displacement. On a déjà dit. Alors, et c'est drôle. Alors là, j'ai posé la question à notre ami William du côté de chez Stellantis Canada, à savoir quelle était la surprime pour accéder à un moteur MI. Ce sera des informations à valider parce qu'au moment d'enregistrer, on n'avait pas encore le catalogue de commandes 2026 officiel, mais ce qu'on nous a dit, c'est que par rapport à un moteur Pentastar, c'est-à-dire si vous achetez un Ram Express, par exemple, avec un V6 Pentastar, bien, l'option pour le MI, c'est 4 495 $. C'est beaucoup d'argent. Par contre, si vous achetez un Ram avec le moteur Hurricane 6 cylindres, par exemple, un Bighorn avec une cabine multiplace, ça va venir d'emblée avec ça, mais là, l'option, c'est 700 $. Fait que Pentastar, Hurricane Standard Output, MI, et ensuite, je devrais monter, là, Pentastar, Hurricane là, Standard quand t'arrives dans le... Et le High Output, c'est le... Là, c'est quand tu arrives dans le modèle Tungsten ou dans le RHO, là, tu vas avoir le moteur 540 chevaux, mais là, c'est complètement autre chose. Il y a 12 versions du Ram en 2026 sur le marché canadien. Nous, on a la version Sport que les Américains n'ont pas. Les Américains ont la version Lone Star que nous, on n'a pas au Canada. Mais essentiellement, là, la gamme est super étoffée. Et moi, j'ai vraiment l'impression qu'on va revenir avec une stratégie beaucoup plus logique. Mais je te le dis, là, je suis un gars qui a acheté beaucoup de camionnettes pleine grandeur dans ma vie. J'ai possédé un Ram une fois. J'ai reconduit ce modèle-là et j'ai fait « Oh! » Il y a quand même encore quelque chose d'intéressant avec ce véhicule-là. C'est confortable, ça va bien, c'est polyvalent. C'est bien fini à l'intérieur. C'est ce que Stellantis fait de mieux. Et ça, les Italiens tendent à l'oublier, malheureusement. Fait que c'est quand même un camion qui, pour moi, est très intéressant. Seul truc que je regrette, par contre, et j'ai très hâte de voir quel va être le catalogue stratégique, là, c'est que tu ne peux pas avoir un 6-cylindres Hurricane dans un modèle à cabine quad. Il faut absolument que tu sois dans un crew pour avoir le 6 cylindres en ligne. Et je ne sais pas si ça ne sera pas la même chose avec le moteur MI. Alors, à suivre. Mais je trouve ça un peu décevant parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'avoir la grosse cabine, mais qui veulent avoir plus qu'un damné V6 Pentastar là, qui a commencé à vieillir. On a aussi conduit le G-Wagon électrique, toi et moi. T'en as pensé quoi? C'est le G580 avec technologie EQ. Alors, moi, j'en ai pensé que c'est un vieux châssis à laquelle on a intégré une batterie. C'est fou comment ça a vieilli, ce camion-là. 4 moteurs électriques. Et puis, c'est à peu près ça. T'sais, le camion, là, tu le regardes, électrique, le G580 qui est l'électrique. Tu as la calandre, tu as la roue arrière. La roue arrière dans
que tu ouvres, puis c'est le chargeur. Oui, c'est ça. Mais un véhicule qui est, dans le fond, somme toute, on a pris exactement le même véhicule et on a mis une batterie dedans, mais c'est pas mal la même affaire. Ouais. C'est 4 moteurs électriques, là, donc c'est important de mentionner parce que ça a des petits trucs que ça peut faire, comme on parlait avec eux tantôt, le tank turn qui lui permet de tourner deux fois sur place pour vous donner le tournis. Très utile. Oui, mais c'est le fun quand tu payes 200 et plus $1000. En fait, tu veux savoir combien? De faire le show-off devant tes chums au club de golf. C'est important, là. Tu as rentabilisé ton achat. C'est $6 000 plus les frais de transport, préparation, ça totalise 4 657 $. Plus la taxe de luxe qui est 25 000 des poussières. Ouais. Alors, tu arrives à 260... Puis bon, c'est-à-dire, plus les options qu'on a sur le modèle qu'on met à l'essai, incluant un ensemble Edition One de 20 000 $. Alors, tu arrives, taxe de luxe incluse, à 271 000 $ plus taxes. Ouais. Et ça fait en sorte que tu dépasses les 300 000 $ si tu signes un chèque. Autrement, si tu décides de le financer, tu vas payer sur un terme de 6 ans autour de 5 800 $ par mois. Il n'y a rien là. Tout ça pour avoir le privilège d'avoir une autonomie maximale annoncée à 385 km. Et fie-toi sur moi, Charlie, tu ne feras pas 250 km sur l'autoroute, même partant d'où. C'est tellement aérodynamique. C'est comme tenir un mur de contreplaqué dans le vent. Là. Voilà. Une brique. C'est littéralement, tu conduis une brique. Ouais. Puis, c'est ça qu'on est passé. Puis plus les années avancent, plus je me demande comment se fait-il qu'on s'amourache autant de ce camion-là. Il y a 1000 compromis à faire. Ouais. Et c'est pas comme si ça passait inapte. Tu achètes vraiment ça comme un statement et rien d'autre. Exactement. Et tu fais un paquet de compromis. Tu sais, quand tu achètes un Range Rover, t'en fais pas de compromis. Bon, t'en fais des compromis parce que tu sais que tu vas aller au garage. Mais pas tant. Mais c'est ça, le reste du véhicule est tellement raffiné, tellement confortable, il y a tellement de technologie. Là, c'est pas ça. Là. Tu te bats avec le véhicule pour garder ça en ligne droite. C'est une réputation, ce véhicule. Il faut tout le temps que tu te reprennes à 3 fois pour fermer la porte comme du monde parce que c'est une porte de congélateur. Puis si tu la fesses pas dans le châssis, elle ferme pas. À 300 000 $, ça fait ça commence à être un petit peu archaïque. Mais clairement, il y a des gens qui aiment ça. Oui. Ils en vendent et ils en vendent beaucoup plus que vous pensez, même si ça coûte au-delà des 300 000 $. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour un bilan de l'année 2025 et pour vous souhaiter bonne année 2026. Bonne semaine à tous. Tous les épisodes du Guide de l'auto sont disponibles en podcast sur l'application et le site cube.ca.